Bonsoir à tous. On va commencer pour ne pas prendre de retard et puis pas faire attendre ceux qui sont à l'heure. C'est la règle, hein. Bien que nous soyons dans le sud, dans le midi. Donc bonsoir à tous. Je suis ravie, au nom de Montpellier Méditerranée Métropole, d'être présente ici avec Monsieur Christophe Pérez, directeur de la SERM, Madame Cécile Baudesson, paysagiste, et Monsieur Cédric Telboïma, également de la SERM et SA3M. Alors, on est là pour vous présenter Montpellier, Coteau, une pièce de campagne au nord-ouest de Montpellier. Alors, ce quartier, quel est-il? Ce quartier, si vous voulez, il s'inscrit dans la démarche visionnaire, je dirais, du maire de Montpellier et président de Montpellier Méditerranée Métropole, Philippe Sorel, lorsqu'il a créé dès le début de son mandat une notion, et non seulement une notion, mais une conviction qu'il appelait Montpellier Territoire. L'élaboration du projet de territoire, effectivement, dès le début du mandat, c'était dans le but de créer une métropole productive, évidemment, mais pas que, mais également connectée, solidaire et éco-responsable. C'est le socle même de cette aventure, on va dire, qu'on vit tous ensemble au sein de la métropole, qui est ancrée sur une politique publique. Et ceci est important pour la suite de ce qu'on va vous présenter. Cette politique publique se fixe sur 5 axes qui sont la reconnaissance en priorité de l'environnement, de notre environnement. Et entre autres, donc, ces 5 axes sont là pour guider l'aménagement durable. Alors ce mot aménagement durable, on en entend beaucoup parler. Pour nous, c'est une réalité que nous vivons évidemment au quotidien et nous devons assumer justement cette responsabilité qu'en tant qu'élus nous avons. Et pour cela, nous travaillons avec les aménageurs, avec évidemment les promoteurs, les architectes qui sont les partenaires même de ce genre d'aventure. Alors, les 5 axes sont tout d'abord évidemment ce grand parc métropolitain. Pour ceux qui ne connaissent pas la métropole de Montpellier, nous avons des sites paysagers extraordinaires. Tout d'abord, au nord, évidemment, nous avons le Pic Saint-Loup, les Cévennes, de part et d'autre de la métropole, tous les secteurs de garrigues. Et puis, évidemment, nous tournons comme ceci, tourner vers la Méditerranée avec des avantages et les inconvénients que vous connaissez bien, c'est-à-dire les risques. Ça peut être des risques de feu, surtout à l'heure actuelle. Au niveau du Pic Saint-Loup et des garrigues, les vignes ont été terriblement touchées d'ailleurs par la canicule sur la métropole de Montpellier. Et ensuite, il y a les risques d'inondation par le littoral avec la montée des eaux. Et le risque d'inondation, dû également donc aux événements cévenols, où l'eau tombe très fort et nous avons des risques d'inondation, mais pas que. Le fait que la montée des eaux s'accentue, nous avons une salinité de nos nappes phréatiques qui est inquiétante. Parce que ces nappes, l'eau de mer rentre dans les nappes phréatiques et les nappes phréatiques, évidemment, sont, je dirais, polluées, entre guillemets, par la mer et par le sel. Donc, vous voyez que les risques sont... Nous sommes entourés de risques. Hein. Donc, on s'approprie ces risques. Il faut s'approprier ces risques pour les maîtriser et les anticiper. Et c'est le but justement de ce territoire, Montpellier Territoire. Nous avons également une dynamique de développement urbain très importante, une démographie très importante, plus 1,89% par an. On est la métropole qui a un accroissement démographique le plus important. Et ensuite, il faut organiser évidemment la mobilité, le rabattement des flux quotidiens. Et c'est, je crois, le problème de toutes les métropoles à l'heure actuelle, puisque nous faisons en ce moment beaucoup de réunions publiques sur le PLUI et chaque commune vous parle de la mobilité et du transport. C'est quelque chose de capital. Et tout ceci, évidemment, en respectant le fait que notre métropole, eh bien, elle est compacte, mais il faut qu'elle soit quand même une métropole efficace, car également, au niveau de l'économie, la métropole de Montpellier a eu un essor dans les 3 dernières années très important, attractivité de la métropole, et grande économie qu'il faut maîtriser parce que les personnes qui veulent venir travailler sur la métropole, vous le comprenez, ils veulent travailler, immobilier d'entreprise, mais également il faut des habitations. Alors, l'objectif prioritaire que nous avons, je dirais, scellé lorsqu'on a rédigé le SCOT révisé 2006. Nous avons signé, Philippe Sorel a signé une convention avec la Chambre d'agriculture. Alors, c'est une convention qui nous engage énormément, c'est-à-dire 2/3 pour respecter les espaces naturels et agricoles et 1/3 simplement à l'urbanisation. Ça, c'est une décision très forte que l'on va faire respecter évidemment, non seulement du SCOT qui est rédigé, qui est voté, mais également sur les PLUI des 32 communes de la métropole. Donc, on va maintenant vous parler du quartier du Coteau, parce que je pense que j'étais peut-être un peu trop longue. C'est un paysage préservé
Et ça rentre complètement dans la logique dont je vous parlais un instant, 2 tiers, 1 tiers, qui est au cœur de l'aménagement de la ZAC du Coteau. On a une devise maintenant, c'est une ZAC, un parc. Mais je vous parlais de la mobilité tout à l'heure. Donc la mobilité est importante. On va vous montrer où se situe la ZAC du Coteau. Vous pouvez le montrer avec la souris peut-être. Pour ceux qui ne sont pas de Montpellier, certains connaissent, mais d'autres moins. A un grand avantage, c'est qu'il est déjà situé sur un coteau, comme son nom l'indique. Et les ZAC du Coteau, pourquoi? Il y avait un mas qui s'appelait le mas du Coteau, avec beaucoup de vignes, qui était à l'extérieur de Montpellier, maintenant qui est englobé évidemment dans Montpellier. Et on a donné ce nom donc ZAC du Coteau. Il est très bien desservi par la ligne 1 et la ligne 3 de Tramway. Ce qui est très important maintenant, on regarde avant de construire et de densifier la mobilité. Également, vous avez ici le schéma de la ligne 5 à venir. Cette ligne 5 qui va partir de La Vérune jusqu'à Clapiers. Les travaux ont déjà commencé au niveau de la route de Mende. On commence les travaux au nord, car c'est là, cette ligne 5 va irriguer tous les quartiers des facultés, que ce soit de l'université, que ce soit de Agropolis et Supagro. Voilà, donc vous voyez, cette ZAC du Coteau est très bien située. Et je vais laisser la parole maintenant, évidemment, pour plus de détails, à Christophe Pérez. Merci Chantal. Vous avez esquissé un certain nombre d'éléments qui seront présentés tout à l'heure, je le dis pour ceux qui ont le plaisir de venir à 16h pour parler de métropole nature. C'est un enjeu majeur pour nous, pour la métropole, là où la croissance démographique est très forte, on vient de vous le dire. 1,89%, ça veut dire 6 à 8 000 nouveaux habitants par an qui viennent s'installer sur Montpellier, ce qui se traduit par environ, de la même manière, entre 7 000 et 8 000 nouveaux logements qui sont construits. Ces 6 000 et 8 000 logements sont réalisés dans le cadre bien sûr d'une mixité fonctionnelle, une mixité urbaine. C'est-à-dire que tous les quartiers que nous réalisons sont empreints de mixité, c'est-à-dire que l'objectif pour nous, c'est un objectif politique, mais un grand objectif pour les aménageurs, c'est de loger tout le monde, quel que soit leur niveau de revenus. Donc nous avons dans chacun de nos quartiers, bien sûr du logement social, tout type de logement social, du logement abordable, et bien sûr du logement libre, qui est assez maîtrisé sur notre ville, là où ailleurs on a près de 80% de logements libres qui est du logement investisseur. Et bien à Montpellier, on est entre 60 et 70. On essaie de tenir le cap pour qu'on ait un maximum de propriétaires occupants qui vont s'approprier la ville, mais aussi sur tous les quartiers, avec une vision de plus en plus humaine que nous menons, celle qui est au plus près des habitants quand on réalise les quartiers. Ces quartiers empreints de mixité urbaine, je viens de le dire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de quartier sans qu'il n'y ait tous les logements, mais aussi des commerces, des services de proximité pour les habitants. Et puis, on vient de le dire, les mobilités, qui est un sujet majeur, avec sur ce quartier, bien sûr, il y a une ligne de tramway, la 5e ligne est en cours, elle vient desservir les quartiers, mais il y a aussi, bien sûr, le bus, quand on ne peut pas avoir une ligne de tramway, 1 kilomètre, c'est 25 millions d'euros. Donc évidemment, il faut des moyens conséquents. Et la politique de Montpellier a été extrêmement volontariste depuis déjà une trentaine d'années. Il doit y avoir un film, c'est ça? Non, d'accord. Je ne fais pas mieux de notaire. Je peux parler avec le film. Ouais, ça va être compliqué, je ne vois pas. Ah. Alors, le film, il présente Montpellier, ce bel amphithéâtre vert, des Cévennes jusqu'à la mer. François Leclerc, qui est peut-être là, nous en parlera tout à l'heure, avec une inauguration, voilà, gare Sud de France, l'immeuble de l'Arbre Blanc. Bien, tout ça pour situer Montpellier dans son environnement, sur la Méditerranée, mais aussi dans sa capacité à se développer, mais en prenant en compte, bien sûr, l'ensemble de son environnement. Sa biodiversité, c'est évidemment un enjeu majeur. Chantal Marion vient de le dire. Cet amphithéâtre vert des Cévennes jusqu'à la mer, là où nous devons préserver notre biodiversité, mais aussi les populations. Le choix qui a été fait dans le cadre du SCOT, c'est d'aménager à peine, de laisser 2 tiers à la nature. On le voit là, il y a de très belles images. J'espère que vous voyez assez bien. Je crois que c'est pas... On est sur le coteau déjà. Bon. 1 tiers est urbanisé et ce tiers, évidemment, on compte évidemment le préserver, faire que la nature soit en ville. Et quand nous traitons le sujet du coteau, là on a quelques images, eh bien c'est un nouveau quartier qui vient s'intégrer dans ce que l'on appelait jadis la banlieue, un quartier réalisé dans les années 60 pour accueillir les rapatriés
26 000 habitants, quartier politique de la ville, que nous allons réinvestir. On est en train de, avec le maire, avec le préfet, de défendre un dossier qui va nous permettre d'investir 1 milliard d'euros avec des financements en rue, Anna, pour complètement régénérer ce quartier, venir y mettre, on espère, un peu plus de mixité, amener des espaces publics, qui est à proximité des coteaux, et puis un quartier réalisé plutôt dans les années 2000-2010, c'est bien terminé aujourd'hui, de 5 000 logements, c'est la ZAC Malbosc. On est au cœur de tout cela, à proximité de la ligne de tramway. Et puis là, vous avez quelques images, mais je vais laisser bien sûr notre paysagiste qui vous présentera le quartier dans quelques secondes. 26 hectares, 1000 logements, une ferme permacole, vous verrez, pour nous c'est un sujet important. Et puis, je viens de dire, la ligne de tramway, une coulée verte. Bon, un des enjeux très importants, c'est de faire de la couture urbaine. Hein. Donc on prend un quartier qui était... la ville s'étend, mais de façon extrêmement maîtrisée. Le quartier politique de la ville, je l'ai dit, 26 000 habitants, était un peu en dehors de la ville. Et aujourd'hui, on vient rattraper, on vient faire cette couture, tout en travaillant le cœur de ce quartier, le quartier en rue, avec des très gros investissements qui vont être faits, 1 milliard. Et là, un quartier qui vient entre les deux. Et je vais laisser Cécile nous le présenter. Merci. Merci. Cécile Baudesson, paysagiste associée de l'agence DEA, qui est le nouveau nom de notre agence de Christian de Villers. Aujourd'hui, donc, je suis associée à cette agence qui réunit des architectes, des urbanistes et des paysagistes. Et nous sommes plusieurs associés à avoir choisi donc, de poursuivre cette belle activité urbaine et paysagère et architecturale. Donc aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous parler du projet de la ZAC Malbosc, sur lequel nous travaillons depuis plus d'1 an, avec donc sur le territoire de Montpellier. En fait, ce projet-là est absolument parfait pour une agence, pour mener son exercice qui allie à la fois les plusieurs métiers, l'architecture, le paysage et l'urbanisme, parce qu'effectivement, nous sommes sur un territoire où le paysage a été pour nous, en fait, une donnée d'entrée extrêmement importante pour structurer notre quartier. À la fois parce que nous avons en fait des vues extrêmement longues, parce que nous sommes en hauteur et qui nous permettent en fait de dégager des points de vue lointains sur les collines ou sur le centre-ville de Montpellier tout simplement, et d'autre part sur en fait des occupations anciennes, donc ces masses qui sont entourées de leurs propriétés et notamment leurs grands arbres qui viennent dominer l'horizon. L'horizon qui est mis en valeur par la présence des anciennes terres agricoles aujourd'hui qui sont entretenues mais qui ont perdu leurs vignes. Et ce sont ces terres qui vont accueillir ce nouveau quartier. Et sur le site, il existe un certain nombre de traces dont les usages perdurent, notamment des anciens chemins qui sont extrêmement structurants, notamment le chemin de la Gatuie qui nous permet, en fait, depuis le centre de Montpellier, de rejoindre le terrain Malbosc et de poursuivre son chemin vers la campagne. Nous sommes sur une pièce urbaine aujourd'hui qui est entourée de la ville. C'est une pièce urbaine de campagne. Et un des enjeux, c'était de faire en sorte que les familles qui choisissent de partir un petit peu loin en périurbain, finalement fassent le choix de venir habiter dans ce quartier. Et un des enjeux importants, c'est, outre son accessibilité, c'est également son environnement de très grande qualité, avec notamment donc, ces jardins, dont le premier parc existe, le parc Malbosc, qui est de très belle facture, déjà très bien approprié par les habitants qui habitaient là depuis très longtemps, mais également les nouveaux habitants qui habitent Malbosc, parce que Malbosc a donné lieu à la réalisation d'un premier quartier, et nous venons poursuivre en fait cette réalisation. Et donc, un des enjeux qui nous a permis de structurer le quartier, c'est d'arriver à ménager l'ensemble de ces points de vue sur les masses, sur les points de vue sur les monuments, notamment l'église Sainte-Anne à Montpellier, en s'appuyant donc sur ces anciens chemins, avec tout un programme donc de parcs qui vient s'installer au lieu et place en fait, des anciennes terres agricoles, mais qui va accueillir plusieurs hameaux dans lesquels les habitants vont venir s'installer. Voilà, donc la structuration, elle ne s'est pas réalisée à partir
une trame vière. C'est plutôt la trame des parcs qui est venue construire, en fait, qui est venue enserrer l'ensemble de ces hameaux, avec le parc Malbosc qui est à gauche de votre image, et donc toute une trame de jardins qui vient pénétrer l'ensemble du quartier et qui se prolonge au-delà du quartier pour créer un environnement qui donne envie, au fond, à des familles à venir s'installer ici. Avec, je parlais donc du Talweg de la Gatu, qui est un Talweg extrêmement important, c'est un Talweg creux, où aujourd'hui, si vous allez vous balader dans ce chemin, notamment par une journée ensoleillée quand il fait chaud comme ça, vous sentez effectivement une différence de température qui est très forte. Et ça, ce sont des éléments pour nous qui a été important, justement, à la fois non seulement de préserver, mais surtout de renforcer, en veillant notamment à ce que les quartiers, les hameaux puissent s'installer tout en légèrement en recul par rapport à ces anciennes traces, de manière à ne pas venir en fait abîmer ces environnements qui sont extrêmement de qualité. Donc le réseau viaire, il est venu au fond s'installer en dehors de ces anciennes traces, de manière à relier l'ensemble de ces hameaux. On peut passer à la suivante. Voilà, donc ça c'est une illustration du chemin de la Gatu qui est notamment bordé d'anciens murs qui seront en partie restaurés, avec notamment des arbres, des alignements d'arbres qui se sont développés sur les talus et qui nous permettent aujourd'hui de bénéficier d'un environnement de très grande qualité, qui sont bordés également par, en fait, il y a notamment des grandes allées qui permettent d'accéder aux masses. En fait, on est allé picorer un certain nombre d'éléments comme ça assez structurants pour, d'une part, en fait, les valoriser en renforçant ces promenades, mais également en réinterprétant ces vocabulaires de grandes allées que nous allons pouvoir décliner à l'intérieur des différents hameaux. La carte qui vous est présentée ici, au fond, à gauche, elle résume les espaces structurants du quartier. Alors, vous avez au centre ce qui est nommé la ferme urbaine. C'est 1,5 hectare qui est en fait réservé à un grand parc dont l'objectif et le programme est justement d'accueillir une ferme au sein du quartier. Et un des objectifs, c'est que ce programme puisse venir prendre place avant que les premiers habitants du nouveau quartier viennent s'installer. Cette ferme urbaine, elle trouve ses prolongements par le chemin de la Gatu, mais également qui est croisée par l'ensemble des allées, des grands masses qui vont être étirés à l'intérieur du quartier. Il y a les portes, il y a la grande terrasse du parc Malbosc que je vous présenterai tout à l'heure, qui vient dessiner la lisière du haut qui vient structurer en fait la partie ouest du quartier et qui vient dominer le parc existant, qui permet notamment en fait de confirmer la présence de ce parc qui est existant et de lui donner une adresse et une orientation très forte. Et ensuite, nous avons ce qu'on appelle des terrasses habitées, parce que nous sommes sur un site qui topographiquement présente en fait des situations extrêmement variées. Donc dans une des images qui va suivre nous permettra en fait de comprendre comment nous avons installé ce tissu urbain sur ce sol et ces différentes situations. Voilà une illustration de la terrasse Malbosc qui vient dominer donc le parc qui est existant, qui est donc à droite de l'image, et à gauche les logements qui vont venir s'adresser avec cette grande promenade qui structure la partie ouest et haute du quartier. Alors le quartier, en fait, c'est un quartier qui est composé de plusieurs hameaux. Alors pourquoi ce choix? Au fond, parce que ce qui était important, c'est d'accueillir donc une mixité de programmes différents. Mais cette mixité, elle n'est pas exclusivement voulue en mélangeant des typomorphologies de bâtiments. Cette mixité, elle est également lieu au fait que ce quartier, au fond, s'installe sur des situations qui sont extrêmement différentes. C'est-à-dire qu'on est sur un site que l'on ne peut pas apprécier d'un seul coup d'œil. Il va y avoir les secteurs hauts qui dominent le territoire. Il y a le secteur des hameaux qui vient plutôt s'implanter sur la pente. Il va y avoir le secteur des masses qui vient en lui
en revanche s'inscrire au milieu de boisements qui sont déjà préexistants. On a le fond, le Thalweg, où on va accueillir en fait plutôt des maisons pour deux raisons. C'est déjà, on est dans un tissu, on est un peu plus éloigné du centre du cœur de quartier. Mais également, on a en fait une volonté de pouvoir préserver des profondeurs longues. Donc, il y a un travail assez fin, topographique, et avec les bâtiments qui sont faits de manière à pouvoir préserver, en fait, conserver ces grandes vues longues. Et toutes ces situations permettent, au fond, de pouvoir à la fois proposer différents types de logements aux futurs habitants, mais également différents lieux bien différenciés sur le quartier. Alors, pour illustrer le propos de ce hameau, celui qui est le quartier le plus dominant, c'est un îlot qui avec des îlots assez ouverts, qui sont orientés soit en direction du parc Malbosc qui est existant, soit en direction du parc agricole qui va être aménagé au centre du quartier, avec des bâtiments qui sont assez fins. Ce travail en fait sur l'épaisseur de bâtiments était importante à la fois dans leur orientation, de manière à ce qu'ils puissent se protéger du vent, mais également que les bâtiments puissent être traversants, ce qui est un élément important justement pour en fait, faire en sorte que le bâtiment soit très bien ventilé, hein, et de lutter contre la chaleur à l'intérieur de son bâtiment, que ces jardins, que les bâtiments puissent être adressés à la fois sur la rue, mais également sur des jardins généreux et communs qui soient eux-mêmes ouverts sur le grand paysage et sur le parc, de manière à ce que la transition entre son logement, l'espace commun de la copropriété et également donc, l'espace public qui est composé des rues et des parcs puisse trouver des prolongements naturels. La photo suivante. Alors, un deuxième type de quartier, donc c'est le quartier qui est le plus au centre. C'est-à-dire topographiquement en fait en creux, c'est le quartier, on va dire, le plus frais. C'est le quartier qui va être le plus, c'est là où on va accueillir le plus de logements, de maisons, notamment de maisons compactes et de logements intermédiaires. Là, il y a tout un enjeu majeur, c'est ce que je disais, c'est par rapport à la topographie, c'est de maîtriser des grandes vues longues, et également de pouvoir composer avec des bâtiments qui soient beaucoup plus petits et toute une collection de jardins qui viennent border le chemin de la Gâtue. Si je peux me permettre aussi de compléter, que il y a différents quartiers, il y a différents hameaux à l'intérieur du projet, mais à l'intérieur de chaque parcelle, on voit aussi une structure foncière assez diversifiée, avec des collectifs de 50 ou 40 logements, avec de l'intermédiaire, et puis aussi des maisons. À l'intérieur de chaque parcelle, on va avoir un redécoupage foncier qui va créer une opération peut-être plus diversifiée que ce qu'on a eu l'habitude de faire jusqu'à présent sur des actes un peu plus monotypés, grands collectifs, et ça va ajouter à la capacité à faire transition avec l'existant, et puis à apporter des formes urbaines qui donnent un peu de peps en passant d'une taille à l'autre, d'une couleur à l'autre. Exactement. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a donc le quartier Malbosc, la première partie, il y a des habitants qui sont ici et qui sont bien. Et donc cette transition est extrêmement importante parce que quand bien même ces habitants sont là finalement depuis 10 ans, ils se sont attachés à leur territoire et il faut qu'eux-mêmes fassent en fait la démarche d'accueillir des nouveaux habitants. Donc cette transition, il faut qu'elle se fasse à la fois par le prolongement des rues, à la fois pour leur donner envie aussi d'adopter ce nouveau quartier et notamment le projet de la ferme pédagogique qui sera au centre du quartier va jouer un rôle extrêmement important, mais également dans les formes et dans les hauteurs, il y a justement tout un travail en fait d'association et d'assemblage qui doit être fait de manière à ce que les habitants puissent effectivement se retrouver en fait dans le quartier et que le quartier Malbosc ne fasse plus qu'un au fond quand l'ensemble sera réalisé.
Alors le troisième hameau, c'est le hameau des Masses. C'est le hameau qui est le plus proche des masses existantes. C'est les hameaux aussi qui viennent flirter avec les grandes propriétés. C'est là où nous trouvons les plus beaux sujets, les plus beaux arbres, avec des questions environnementales assez fortes. Et là, l'idée, c'était de, au fond, s'inspirer de ces typologies de masse avec ces cours intérieurs, et donc d'essayer de travailler pour s'inscrire à l'intérieur de cet environnement plus ou moins boisé. Voilà. Alors toujours avec toujours des bâtiments assez différents, de l'intermédiaire et des petits collectifs. Et ensuite le coteau, alors la terrasse des coteaux, alors là il y a juste une erreur, la terrasse des coteaux est plutôt en bas à gauche de l'image. Là nous avons en fait des différences d'une pente qui est extrêmement forte, et les bâtiments en fait viennent s'inscrire sur la pente en créant des terrasses qui permettent de ménager en fait successivement des points de vue pour l'ensemble des logements qui viendront s'installer. Voilà une déclinaison. Alors, et puis enfin les maisons patio qui ont une autre déclinaison en fait de l'accueil de logements. Les maisons patio, c'est une typologie que nous trouvons déjà sur le quartier de Malbosc, qui a un avantage, c'est de pouvoir en fait aménager à la fois des maisons, mais également des jardins avec une très forte intimité, ce qui est très apprécié en fait par les jeunes familles. Les familles moins jeunes aussi. Voilà, donc en fait la philosophie des bâtiments, la philosophie du logement, c'est de vivre à l'intérieur de son bâtiment, mais de vivre également à l'extérieur. Ce qui suppose en fait d'aménager en fait des transitions dans les usages. À la fois donc une très grande attention sur les terrasses, non pas de réaliser des balcons, mais réaliser vraiment des terrasses, donc le prolongement en fait de son logement vers l'extérieur, avec en rez-de-chaussée de pouvoir offrir des jardins également, de trouver des espaces annexes au logement, donc des lieux des espaces pour pouvoir ranger, donc des prolongements du logement. Alors, la conception bioclimatique, j'ai effleuré le sujet tout à l'heure, avec une grande attention de l'orientation des bâtiments par rapport au soleil, par rapport également à la tramontane qui souffle sur le territoire, et l'évolutivité également du logement de base, à savoir de pouvoir éventuellement avoir un logement un peu plus grand ou plus petit au départ pour pouvoir accueillir, soit de louer une partie de son logement, enfin de pouvoir envisager de rester dans son logement longtemps, tout en sachant que la composition de sa famille peut évoluer dans le temps. Voilà, ce sont des exigences en tous les cas que nous allons en fait tenter de tenir le plus longtemps possible, en tous les cas, pour le projet. Donc c'est la diversité des modes d'habiter, donc c'est ce que je viens de décliner un petit peu, c'est donc les modes d'habiter à l'intérieur de son bâtiment, mais c'est également le mode d'habiter ensemble à l'intérieur des grandes copropriétés qui vont offrir à la fois des usages partagés, avec l'espoir également que ces lieux soient également des lieux de rencontre des différentes familles à l'échelle de l'îlot. Nous sommes clairement dans le sujet, quand on est au Forum des projets urbains de la Méditerranée, sur le sujet de la Méditerranée, où on vit dedans et dehors, que cette question est une question tout à fait fondamentale. Vous avez évoqué les îlots de chaleur, les îlots de fraîcheur, les courants d'air, l'air qui doit circuler, qui doit profiter évidemment aux habitants, qui doivent s'intégrer à l'intérieur de la ville telle qu'elle est conçue. Et donc c'est un sujet, une préoccupation tout à fait importante pour nous, dans un cadre que nous avons tous, c'est la transition écologique environnementale avec le réchauffement climatique. Et donc c'est un véritable sujet. Et quand on arrive à concevoir un projet de nature à l'intérieur de la ville, on voit bien que c'est à l'intérieur de la ville ce que nous sommes en train de faire, eh bien nous y attachons un intérêt tout à fait particulier. Quand vous dites on va essayer de le tenir, je vous garantis qu'on le tiendra, parce que les habitants vont nous imposer cette réalisation pour pouvoir mieux vivre, et vivre plus longtemps aussi, dans le cadre d'un parcours résidentiel eh bien c'est ce que nous faisons dans ces quartiers. Alors de ces bâtiments, et bien entendu, il y a l'ensemble de l'espace public qui se déploie. Il y a notamment donc tout un réseau de venelles qui permettent en fait depuis son logement de pouvoir relier l'ensemble du territoire, en passant notamment donc par la rue qui est en bas de chez soi, qui elle-même est orientée de manière à
à organiser des points de vue lointains sur les parcs, sur la ville, sur le quartier qui est déjà existant au bord, avec donc cette transition. Alors là, vous avez des moutons là sur l'image, mais au fond, c'est pas il se trouve que sur le parc Malbosc, en fait, il y a déjà une gestion en fait de ce type où nous avons des troupeaux en fait qui viennent en fait entretenir l'ensemble du territoire. Donc c'est vraiment alors ils n'ont pas la tête noire hein, ceux qui sont sur place, mais en tous les cas ils sont bien présents. Donc il y a vraiment l'idée d'avoir cette gestion en fait qui fait écho au fond avec la campagne et on se dit qu'au fond la campagne elle est au bas de chez soi. On a déjà à l'intérieur de la ville, puisque on verra aussi tout à l'heure, hein, le sujet des parcs est un sujet important, mais on a déjà des bergers dans la ville, au parc, pas loin du parc Charpak, avec des bergers qui vivent là avec leurs moutons et qui viennent entretenir les espaces de parc. Et finalement, tout ça se marie assez bien avec les habitants et puis aussi l'ensemble des éléments de la nature. Voilà, donc ça c'est une illustration possible hein, de ce parc agricole qui vient s'installer au cœur du quartier. Donc on l'a vraiment inscrit au fond du Talweg, c'est là où en fait, à l'aval des quartiers, parce que l'idée, c'est de pouvoir recueillir l'ensemble des eaux pluviales, de venir les tamponner, de veiller le plus possible à ce que cette eau vienne irriguer, vienne en fait rendre plus humide ce sol qui est quand même très rude. Hein. On est quand même sur un plateau où l'eau n'est pas présente. C'est un sujet qui est assez important. Et donc là, nous avons en fait envisagé de réaliser ce parc. Et des premières études ont été faites sur la nature du sol, qui montre effectivement sa rudesse, mais qui montre combien il est tout à fait compatible avec le projet que nous avons envisagé, notamment avec donc des vergers qui viendront s'implanter et des secteurs à inventer, des types de maraîchage peut-être à inventer. Mais l'idée, c'est de vraiment y installer non pas qu'une ferme pédagogique, mais vraiment qu'on ait la possibilité de créer au moins un emploi, avec la possibilité de pouvoir produire des végétaux, des légumes, et que ça soit également un lieu d'accueil pour sensibiliser les habitants à l'agriculture urbaine. Oui, si vous voulez, je vais rajouter quelques mots là-dessus, parce que c'est une volonté politique forte. Hein. Monsieur Pérez parlait de moutons. Je vous parlais, moi, tout à l'heure des incendies. Les moutons sont le meilleur moyen pour désherber et enrichir le sol en plus. Hein, parce que non seulement ils désherbent, ils mangent, mais ils défèquent, ils enrichissent le sol. Ça, c'est très important. C'était des traditions ancestrales qu'il faut récupérer vu le réchauffement climatique. Ensuite, la politique agricole de la métropole de Montpellier est très importante pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que la métropole de Montpellier est dans le top 10 des métropoles où il y a le plus d'espèces protégées, qu'elles soient animales ou bien végétales. Et ça, c'est important de pouvoir recréer et ranimer, conserver cette faune et cette flore. Et c'est en créant des parcs paysagers, en replantant, qu'on arrivera à garder et à retenir cela. Pourquoi ? Parce que, évidemment, si les espèces végétales et animales disparaissent, à un moment donné, ça ne sera plus possible. Alors, hier, j'étais à une conférence de presse faite par M. Pisani, qui est journaliste au Monde, qui parle beaucoup d'écologie, de métropole, de cité intelligente, etc. C'est surtout, je lui ai dit, une métropole doit être responsable. Et en tant qu'élu, c'est pour ça que je prends la parole en tant qu'élu, là, la responsabilité d'un élu ou d'une élue, c'est effectivement de se dire, en main, j'ai l'argent du citoyen, puisque je prélève des impôts, qu'est-ce que j'en fais ? Et prendre la responsabilité de se dire, la métropole, tant que je suis élu, elle va être responsable, donc être en face des réalités et se dire qu'est-ce qu'on fait ? Et que chacun amène sa pierre et planter, conserver, construire en respectant, comme l'a proposé M. Pérez, la SERM, les architectes, ces bâtiments, parce que vous pensez bien que quand on construit ça à côté de quartiers qui existent déjà, vous avez toute la population qui se sont appropriés toutes ces villes et tout ce quartier. Il faut leur dire non, on va construire. Donc il ne faut pas construire des trucs énormes, il faut construire quelque chose qui leur ressemble, qu'ils acceptent. Politiquement parlant, il y a tout un travail d'approche énorme. Et je suis ravie lorsque justement les architectes et les promoteurs, la SERM et la SA3M, respectent justement cette idée politique mise en place par Philippe Sorel. Excusez-moi, j'étais un peu longue, mais je voulais rajouter ma touche. Merci beaucoup.
Mais en fait, le projet, on rentre dans cette dynamique parce que, au fond, ce n'est pas le premier projet de ce type à Montpellier. Il en existe d'autres. Il y en a d'autres qui existent, qui ont des surfaces plus importantes quand il s'agit de restaurer des vignes, par exemple. C'est l'occasion aussi pour la réinsertion sociale. Il y a des projets extrêmement forts qui permettent d'accompagner un certain nombre de personnes de se remettre dans le travail. Il y a des projets également plus modestes avec tout un maillage de jardins potagers qui s'appellent les oasis citadines, qui viennent mailler en fait l'ensemble de la métropole. Il existe également des jardins, des parcs arborés et des vergers. Je pense notamment à Castelnau, le Eureka, le projet Eureka, oui, pardon, qui a déjà en fait travaille et a déjà réalisé ce type d'ouvrage. Donc, et on ajoute à cela, bien entendu, donc cette production en fait d'hyper-proximité avec un lieu complémentaire, peut-être de lieu pour accueillir des paniers à MAP, qui continue à faire le lien entre ce que l'on produit et ce que l'on mange chez soi. Et pour prolonger ce que vous disiez également, il y a tout un enjeu, une fois que les habitants sont là, c'est de leur apprendre également à faire leur tri sélectif, et notamment sur la question du compost, qui est une action extrêmement importante, avec notamment tous les déchets verts qui pourraient être valorisés dans le cadre du projet. En fait, au fond, de créer un écosystème qui permettrait de venir enrichir ce sol qui reste quand même malgré tout assez sec, assez rude, mais qui est en fait adapté aussi au type de culture que l'on trouve sur le site, hein, notamment les vignes actuellement. Mais l'idée, c'est vraiment de créer peut-être 2000 m², qui va justement montrer comment on peut reconstituer un sol, notamment en agissant depuis chez soi par le tri sélectif, de manière à apporter au fond ce compost qui viendrait nourrir ce sol. Cette activité du sol, elle est vraiment essentielle, parce que c'est à partir de ce socle-là qu'effectivement toute la vie peut prendre tout son sens. Effectivement, avec les insectes, les oiseaux et tous les animaux qui vont avec. Et c'est cet ensemble-là en fait que nous espérons en fait pouvoir réaliser sur le secteur des coteaux. Sur le calendrier opérationnel de l'opération, le foncier est acquis à plus de 80%. L'aménageur désigné, nous réalisons avec la SA3M la fin des études préopérationnelles. La ZAC est créée, elle sera réalisée dans les mois qui viennent. Nous allons obtenir également les dernières autorisations réglementaires, dossier loi sur l'eau notamment, ce qui nous permettra, une fois que vous avez vu que le travail de plan guide est bien avancé et même déjà assez précis, et donc ce qui nous permettra d'ici une grosse année, une année et demie, de lancer les premières consultations pour désigner les promoteurs qui nous accompagneront sur cette opération. Je profite juste pour dire comment les choses sont possibles et pour qu'on puisse loger tout le monde, c'est-à-dire que les prix puissent être maîtrisés. Alors il se trouve que sur Montpellier, depuis plus de 40 ans, il y a une politique foncière très volontariste, et près de la moitié des constructions qui se réalisent sur Montpellier sont maîtrisées au travers d'opérations qui sont portées par la CERM et la SA3M, ce qui fait que quand on a capacité à maîtriser la moitié, même lorsqu'il s'agit aujourd'hui du renouvellement urbain, qui, on le sait, beaucoup plus complexe, on ne peut plus acheter tous les terrains, donc on travaille plus sur des lieux d'intensité que nous achetons pour donner toute la teneur de ce que nous attendons auprès des promoteurs, et surtout pour tenir la valeur du foncier qui, comme dans beaucoup de métropoles, est en train de s'envoler. Et si les prix s'envolaient trop, on ne serait pas capable de faire ce type de projet qui, comme vous le voyez, nécessite très certainement des moyens très importants, des moyens financiers, mais aussi, si on a cette ambition de loger tout le monde, il faut qu'on puisse avoir des prix qui soient raisonnables. Et l'important pour nous, c'est de faire aussi la qualité de la production, qu'elle puisse se poursuivre sur Montpellier. Et donc, c'est un travail que nous faisons très activement, là où c'est une opération, mais nous en avons une centaine en cours sur la totalité de la métropole, sur la ville de Montpellier et sur la métropole. Et chacun de ces projets avance aussi avec un niveau de rapidité et d'accompagnement assez fort pour qu'on puisse être en mesure tous les ans
de lancer plus de 2500 logements à la commercialisation des promoteurs. Là où je disais tout à l'heure, on est entre 6000 et 8000 logements qui se construisent tous les ans. Donc en fait, on a toujours ce travail d'animation fort, là où aussi on sait que cette dynamique, pour nous, est essentielle parce que c'est celle qui fonde le développement de Montpellier dans notre économie. Et en même temps que nous traitons, bien sûr, le logement, nous traitons tous les sujets, qu'ils soient économiques. Je regarde Chantal parce qu'elle est aussi en charge l'économie. On accompagne évidemment toutes les entreprises. Donc, dans ce quartier, il n'y a pas d'économie au sens d'espace dédié strictement aux entreprises parce que nous avons un environnement à proximité où nous avons déjà des entreprises. Tout cela dans l'idée d'avoir une ville qui soit une ville qu'on qualifie d'aimable, c'est-à-dire où on puisse trouver toute la mixité et qu'on puisse répondre aux besoins des habitants dans chacun de nos quartiers. Et là, je crois que c'est un des quartiers sur lequel nous avons travaillé le plus, cette idée de nature en ville, de ville acclimatée. Et j'imagine que si tout se passe bien, on pourra encore le déployer avec de nouveaux quartiers, là où on travaille sur cette innovation. Merci à vous. Si vous avez des questions. Une petite question pour savoir comment vous gérez la circulation automobile, le stationnement. Est-ce que vous avez des parcs mutualisés? Est-ce que vous avez des modes de déplacement complémentaires au transport en commun pour rabattre les gens sur le tramway? Comment ça se passe vu l'importance de la zone? À l'échelle des îlots, on est sur un mode assez classique de gestion du stationnement à l'intérieur de l'îlot, sous les immeubles, le plus possible, avec un ratio moyen assez maîtrisé d'environ une place par logement qui sera réalisé par les opérateurs immobiliers. Et puis à l'échelle des politiques de déplacement métropolitaines, effectivement, on travaille en ce moment avec la métropole et la direction des mobilités à mettre en place des systèmes de rabattement, mode doux et transport en commun vers les lignes de tramway, les 2 lignes de tramway qui encadrent l'opération. Alors de façon également un peu plus générale, nous sommes en train de mettre en place une plateforme numérique de quartier que nous allons expérimenter sur Eureka. On est en train de la déployer sur tous les quartiers. Dans l'idée, et c'est important pour nous, bien sûr, d'éviter l'étalement urbain et faire que pour cette thématique qui est celle du stationnement, dans l'idée de mixité urbaine, quand nous avons des bureaux, des logements sur le même endroit, eh bien nous allons faire foisonner les parkings. Donc dans certains endroits, nous allons même tenter d'être à moins de 1 lorsque le tramway sera moins d'une place par logement lorsque évidemment le tramway sera à proximité. Nous travaillons également les mobilités douces avec alors ça c'est pas très facile à faire parce qu'il faut évidemment arriver à faire des pistes cyclables, mais nous y travaillons très activement également. Mais cette plateforme numérique avec nos startups qui sont spécialisées dans le sujet nous permettent de faire une économie de 30% de places de parking parce qu'elles sont foisonnées. Et ça c'est en cours. Et nous allons la mettre en œuvre avec une plateforme qui va s'appeler sarm.cité, donc avec l'aménageur. Elle sera en place de toute façon d'ici la fin de l'année parce que nos premiers quartiers sont en train de se développer. Alors ce n'est pas le cas de ce quartier, on a le temps d'y arriver. Mais en tout cas, ceux qui sont encore un peu plus empreints de mixité urbaine nous permettent de le faire. Enfin, en pratique, sur le quartier, effectivement, ce foisonnement ne sera pas possible puisqu'il n'y a pas cette mixité en fait, avec de l'activité. Il y a effectivement certainement une forte pression qui va s'exercer sur l'espace public parce qu'on est à proximité du tramway et en même temps on sait que tous les tramways n'amènent pas nécessairement en fait, au lieu où vous travaillez directement. Enfin, bon, bref. Et donc il y a un enjeu majeur également de chaque logement d'avoir des équipements qui soient adaptés pour accueillir des vélos. Il y a vraiment une promotion du vélo qui est extrêmement forte sur la métropole. Donc déjà de chez soi, en fait, qu'on puisse trouver en fait l'équipement qui nous permette d'avoir son vélo. Ensuite, de façon assez intuitive et assez simple, c'est de se dire qu'au fond, tout ce réseau, ce maillage de vélos, il doit être hyper confortable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fond, il faut pouvoir pédaler à l'ombre. C'est-à-dire être sur des rues qui soient plantées d'arbres. Ça paraît bête à dire comme ça, mais on s'aperçoit que ce n'est pas toujours le cas.
Et puis par ailleurs, il y a également une réflexion qui est menée sur la voiture autonome. Pourquoi pas en fait aussi utiliser ce système-là qui serait un moyen en fait de faciliter la mobilité pour des personnes qui n'auraient pas nécessairement envie d'avoir un véhicule ou qui n'en auraient pas tout simplement. Et après, c'est toute l'attention qui est portée sur la façon dont nous réalisons les espaces publics. C'est-à-dire que les rues sont systématiquement bordées de stationnements, de manière à maîtriser au fond la quantité de voitures et éviter en fait le déploiement de mobilier défensif. Et en revanche, il y a réellement donc tout ce maillage de venelles et de parcs qui sont aménagés et qui sont exclusivement réservés aux personnes au mode dit actif. Excusez-moi, juste Madame Ariella avait levé le doigt depuis un moment. Excusez-moi. Merci très rapidement, mais c'est en lien avec la question qui a été posée. Donc moi, je connais Malbosc, l'autre Malbosc, qui était une opération expérimentale avec des beaux logements, mais qui avait un défaut majeur de tout l'urbanisme contemporain, c'est-à-dire les surlargeurs de voiries. Alors moi, ça m'inquiète que dans la nouvelle opération, il y ait des parkings tout le long des voiries, parce que si on retombe dans cette maladie des surlargeurs, tout ce que vous dites, ça va se casser la gueule, parce que pour une ville aimable, c'est une ville qui laisse une place très très réduite à la voirie. Et surtout que dans ces quartiers, in fine, les voitures, elles partent le matin, elles reviennent le soir. Hein. C'est-à-dire que dans la journée, il n'y a pas de voirie, il n'y a pas de voiture. Donc, est-ce que, et sur les plans, on ne peut pas le lire. Est-ce que vous échappez à l'écriture vière et aux surlargeurs, qui sont la maladie de l'urbanisme contemporain, je le répète? Alors, effectivement, sur ce quartier, en l'espèce qui est sur lequel on a peu de mixité, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, on est bien obligé de prendre en compte le véhicule, et en plus c'est une demande des usagers immédiatement. Ça c'est évident. Donc ce que nous tentons de modifier par ailleurs, parce que justement on est dans cette logique de foisonnement de parking. Bon, en même temps, l'objectif est que dans le temps, les choses évoluent. On sait très bien que la place de la voiture sera de moins en moins prégnante et peut-être qu'elle sera beaucoup plus partagée. Notre objectif, c'est d'être prêt au moment où d'être en capacité de faire modifier l'espace public au moment où celui-ci, où la vie des habitants sera adaptée. Donc l'objectif que l'on a là, c'est bien ça, c'est d'être flexible, de répondre immédiatement aux besoins, c'est la vibration de la ville, et puis après d'anticiper ce que pourra être demain, et peut-être qu'on aura plus le vélo. Et donc il s'agit là, vous venez de le dire, je vous laisse la parole bien sûr, mais on aura des arbres pour pouvoir déjà être dessous, et demain on pourra le transformer très facilement en piste cyclable, elle pourra être élargie, agrandie, et donc laisser beaucoup plus de place à la vie telle qu'elle sera demain. Alors, par rapport au quartier Malbosc, effectivement, le quartier Malbosc existant est émaillé essentiel. Alors, il y a quelques petites venelles, hein, il y a quelques passages comme ça. Mais en revanche, effectivement, l'essentiel en fait, des rues sont composées, comme vous le dites, de rues assez larges, alors qu'au fond, il n'y a pas une intensité forte. Et donc, un des enjeux, ça a été justement de ne pas poursuivre cette typologie. Alors, au départ, nous étions partis sur les rues. On a une rue principale, c'est celle de Malbosc, hein, ce qui est en fait celle aujourd'hui qui est une route de campagne qui permet notamment de rejoindre en fait les écoles. Cette rue, elle est structurante. C'est celle qui va être effectivement entre guillemets qui correspond à l'image la plus urbaine que nous pouvons avoir avec du stationnement longitudinal de part et d'autre. En revanche, à partir de cette rue principale, toutes les autres rues sont composées au fond, oui c'est là, sont composées en fait de venelles ou de voies à sens unique, avec de temps en temps le stationnement, ce qu'on appelle le stationnement bonus, c'est-à-dire la place de stationnement qui est réservée au covoiturage, au partage, au vélo, à ces espaces-là. Donc effectivement, il y a une rue structurante, et les autres, en revanche, sont toute une déclinaison qui vont aussi dépendre du tissu des différents hameaux que nous avons composés.
On doit terminer juste par rapport à l'énergie, parce effectivement c'est un sujet qu'on n'a pas traité là dans le sujet, parce qu'on est en train d'étudier. Vous savez qu'avec la CERN, nous sommes producteurs d'énergie, on amène toutes nos centrales, les centrales nous appartiennent, donc il y aura évidemment une centrale. Cette centrale sera chauffée au bois à minima, voilà. Et puis bien sûr l'ensemble du projet est conçu aussi pour, tout à l'heure vous parliez de logements traversants, pour laisser circuler l'air, etc. Donc on est déjà dans cette réflexion pour économiser l'énergie. Et puis bien sûr notre réseau qui n'est pas encore, on n'en est pas encore là tout à fait, hein. On a le temps de se revoir et d'en reparler, prendre en compte tous les dispositifs que l'on peut avoir et que l'on teste. Il y aura évidemment du photovoltaïque, etc. Enfin tout ce que vous connaissez seront évidemment dans le quartier.